OK. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Renner va nous faire une présentation sur l'évaluation cardiaque périopératoire pour la chirurgie no cardiaque. Thank you. You can get started, doctor. Merci Aïcha. C'est encore un plaisir pour moi pour participer aux séries de présentations hebdomadaires. Aujourd'hui, je vais faire une présentation qui sera en deux parties. La première partie, c'est d'abord comment évaluer un patient dans la période périopératoire pour les chirurgies non cardiaques. La deuxième partie, je ferai une seconde présentation dans un temps ultérieur où on parlera principalement de l'évaluation cardiaque des chirurgies non cardiaques. L'objectif de cette présentation, d'abord, c'est d'énumérer les étapes nécessaires dans l'évaluation d'un ou d'une patiente dans la période périopératoire et également, cela va vous permettre d'identifier les facteurs de risque capables d'influencer le résultat d'une chirurgie non cardiaque et comment fournir des recommandations ou encore prendre en charge afin d'optimiser l'état médical d'un patient dans la période périopératoire. Je vais commencer par un cas exemplaire. Nous autres internistes, nous recevons beaucoup de consultations des services chirurgicaux, que ce soit des services de l'orthopédie, de la chirurgie générale, pour des patients qui vont subir des interventions chirurgicales, en général des interventions électives. C'est une patiente de 74 ans avec une histoire d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique de stade 3, de diabète et d'hyperlipidémie, qui a été vue sur requête du service d'orthopédie avant une chirurgie de la hanche droite. Comme médicament, le patient était sur métopolol à 25 mg 2 fois par jour, de l'aspirine bébé 1 fois par jour, l'atorvastatine pour l'hyperlipidémie à 40 mg le soir. Et pour le diabète, la patiente était sur l'épisode à 2 mg par jour. Comme aspect social, elle vit avec son mari, elle peut marcher 4 à 5 km par jour et environ 2 à 3 fois par semaine. Il a eu un électrocardiogramme qui montrait un rythme sinusal sans état de bloc avancé. Et dans les bilans de laboratoire, ce qui était remarquable, elle avait un taux de créatine qui était à 2,2. Et on estime que la durée de la chirurgie serait d'1 heure. Donc, on va revenir à la fin de la présentation pour réviser ce cas typique et fournir des recommandations. Et lorsqu'on nous demande d'évaluer ou encore de fournir des recommandations pour un patient dans la période périopératoire, ce qu'on va faire, c'est surtout d'évaluer l'état actuel du patient, l'état clinique, et également de déterminer le profil de risque et ce que le chirurgien ou encore l'équipe chirurgicale qui comprend le chirurgien, des fois l'anesthésiste, c'est de fournir des recommandations pour la prise en charge dans la période périopératoire. C'est surtout des recommandations en termes de risque cardiovasculaire et qui peuvent arriver avant, au moment ou encore après l'intervention. Des fois, il y a des patients qu'on peut fournir des recommandations qu'on ne demande pas de faire des suivis dans la période post-opératoire, mais il y a des patients qu'on va s'assurer s'ils sont internés et après l'intervention chirurgicale, on va continuer à les suivre dans la période post-opératoire pour s'assurer qu'ils n'ont pas eu de problème de décompensation. Et auparavant, il y a environ une trentaine d'années que le service périopératoire est une spécialité tout à fait séparée qui vient du service de la médecine interne, où il y a des médecins qui se spécialisent dans l'évaluation des patients en période périopératoire. Donc, ces patients peuvent être évalués le jour même ou encore des fois 1 à 2 semaines avant l'intervention. En général, cette évaluation est efficace jusqu'à 30 jours ici avant l'intervention chirurgicale. Et on a pu démontrer que les internistes peuvent intervenir et identifier des conditions médicales
qui peuvent influencer le résultat de la chirurgie. Des fois, la chirurgie a été efficace, mais les complications cardiovasculaires peuvent avoir un impact significatif sur la morbide mortalité. Également, ces interventions, encore ces recommandations peuvent diminuer la durée de l'hospitalisation, principalement dans la chirurgie thoracique ou encore dans la chirurgie de la hanche. Quel est le rôle du consultant? On va d'abord essayer de reviser les données du patient, c'est-à-dire l'histoire du patient en termes d'antécédents médicaux, d'antécédents chirurgicaux, des problèmes avec l'anesthésie auparavant et réaliser également un examen physique qui sera ciblé, principalement un examen cardiovasculaire qui va principalement se focaliser sur les signes vitaux, l'examen cardio-respiratoire pour s'assurer que le patient n'est pas en insuffisance cardiaque décompensée, que le patient n'a pas d'œdème pulmonaire, que le patient n'a pas de galop, le patient n'a pas des risques cardiovasculaires qu'on peut identifier au moment de l'examen physique. On va également reviser les examens paracliniques auparavant si le patient avait eu un électrocardiogramme, des problèmes d'arythmie, s'il avait eu une échocardiographie auparavant, on peut toujours reviser ces examens pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes cardiovasculaires sous-jacents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la période périopératoire, encore la chirurgie elle-même. Comme nous le savons, la chirurgie, c'est un état de stress qui peut aboutir à une décompensation, encore un déséquilibre de l'état du patient. Et une fois évalué le patient, on peut toujours communiquer la sévérité des risques médicaux et le statut cardiovasculaire du patient au service qui avait demandé la consultation. Et on fournira à la fin pour leur dire que si le patient est suffisamment stabilisé ou encore optimisé pour subir une intervention chirurgicale. Et principalement, on va voir que les chirurgies électives, des fois, le médecin consultant peut fournir des recommandations pour modifier les médicaments, pour retarder une chirurgie, pour s'assurer que le patient soit complètement optimisé avant même d'aboutir à une chirurgie qui peut aboutir à des complications cardiaques qui peuvent être très néfastes dans des cas. On va se baser principalement sur d'abord quelle est l'urgence de l'intervention chirurgicale. Ce sont les facteurs qui vont nous guider pour fournir une recommandation. On peut voir qu'une chirurgie qui est urgente, on ne va pas se retarder pour fournir des recommandations qui peuvent aboutir à un délai qui peut être néfaste pour le patient. Si c'est un patient qui a une perforation intestinale, si c'est un patient qui a un anévrisme aortique qui a rupturé, ce genre de cas, ce sont des cas d'urgence. Donc, indépendamment des risques médicaux que le patient peut présenter, on peut toujours faire des modifications, mais on ne va pas retarder dans les cas d'urgence. L'urgence de la chirurgie sera un facteur qui également peut influencer et les conséquences dans la période post-opératoire. Quel type et également la durée de la chirurgie? Il y a des chirurgies qui ont des risques minimes, des risques modérés et des risques sévères. Si c'est une chirurgie intrathoracique, si c'est une chirurgie vasculaire, des chirurgies de la hanche, comparativement à des chirurgies qui peuvent avoir un risque très, très faible, comme une biopsie cutanée, une chirurgie pour la cataracte, les chirurgies au niveau des articulations, les ménisques, la paroscopique. Donc, on va stratifier les chirurgies en termes de risque de la chirurgie elle-même, en chirurgie à haut risque, principalement sur la chirurgie cardiaque. Ici, on va se focaliser sur les chirurgies non cardiaques, les chirurgies vasculaires, les chirurgies intrathoraciques, les chirurgies de longue durée. Une chirurgie qui va durer entre 15 à 20 minutes aura un effet différent comparativement à une chirurgie qu'on estime qui va durer environ 4 à 6 heures, comme les chirurgies
pancréatico-biliaire. Donc, la durée de la chirurgie elle-même peut avoir un effet néfaste sur le recouvrement en période post-opératoire, non seulement de part de la chirurgie elle-même, mais également la durée de l'effet anesthésique peut également influencer les résultats de la chirurgie. Et on va voir également quels ont été les antécédents médicaux de ce patient et également le type d'anesthésie qu'on va réaliser. Si c'est une anesthésie locale, par marque ou encore générale, ceci également peut avoir une influence sur le résultat général de la chirurgie. En termes d'antécédents médicaux, on va principalement regarder si le patient avait eu des problèmes cardiovasculaires comme un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque congestive, des antécédents d'ACV, de suffisance rénale chronique également si le patient a des problèmes d'arythmie comme la fibrillation auriculaire, si le patient a un pacemaker ou encore un défibrillateur cardiaque, ces genres de choses peuvent également influencer le résultat de la chirurgie. Comme je viens de le dire, dans l'évaluation générale, donc on va regarder les antécédents de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que est-ce que c'est un patient qui a eu une insuffisance coronarienne ou encore un infarctus du myocarde? Est-ce que le patient a eu des antécédents d'insuffisance cardiaque congestive? Si c'est un patient qui est diabétique, qui prend de l'insuline, d'insuffisance rénale chronique, et également les patients avec les antécédents d'ACV. Donc, ces genres de facteurs peuvent influencer le résultat encore, les risques de complications cardiovasculaires dans la période périopératoire. Mais les deux éléments qui également peuvent vous donner une idée de l'état de base du patient, c'est ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle, c'est l'aptitude du patient à marcher ou encore à faire des exercices modérés ou avancés, qui va vous donner une idée de la réserve fonctionnelle de ce patient. Ici, ce qu'on appelle l'équivalent métabolique. Donc, si une patiente va venir vous voir pour subir une intervention chirurgicale à risque modéré, par exemple, si c'est une chirurgie de la vésicule biliaire par voie laparoscopique, et ce patient vous dit qu'en général, qu'elle peut marcher entre 4 à 5 km sans avoir de dyspnée à l'effort, sans avoir de supplément. Si c'est un patient qui peut conduire au vélo, on peut avoir déjà que, indépendamment de ces autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un patient ou une patiente qui a une réserve fonctionnelle qui est très appropriée et les risques en général cardiovasculaires de la période préopératoire seront très minimes. Comparativement, si vous avez un patient qui est sédentaire, qui ne marche pas beaucoup, donc on peut ne pas avoir une idée de la réserve fonctionnelle. Donc, ces genres de patients, des fois, peuvent nécessiter des tests paracliniques comme l'électrocardiogramme pour évaluer s'il y a des problèmes d'arythmie, encore des ondes plus pathologiques. On peut toujours demander également une échocardiographie pour avoir une idée de la fraction d'éjection de ce patient, s'il n'y a pas de problème de suffisance cardiaque, et également s'il n'y avait pas de pathologie valvulaire avancée qui peuvent influencer le résultat de la chirurgie. Et ce qu'on va surtout prêter attention dans l'examen physique, principalement l'examen cardiovasculaire, c'est rechercher s'il y a des signes qui peuvent identifier une décompensation cardiaque sous-jacente, c'est-à-dire il y avait des galops, une augmentation d'une distension de la veine jugulaire, s'il y a des rales, encore des œdèmes. Également, si on peut entendre des murmures qui peuvent influencer, vous donner une idée de la sévérité, des fois en termes de une sténose de la aorte ou encore une sténose de la valve mitrale. Et également, si c'est un patient qui a des pathologies pulmonaires comme les neuropathie obstructive ou encore si c'est un patient qui est sous oxygène. Donc, ces genres d'évaluation peuvent vous donner une idée de l'état général du patient et à partir des résultats complémentaires, on va fournir des recommandations aux consultants.
Également, il faut se pencher sur certains médicaments. Ce qu'on porte beaucoup plus d'attention, quand il y a beaucoup plus d'études là-dessus, c'est les patients, par exemple, qui ont un antécédent d'insuffisance cardiaque, ou encore des fractures du myocarde, ou encore d'hypertension artérielle, qui reçoivent les bêta-bloquants. En général, il est toujours recommandé pour continuer les bêta-bloquants dans la période préopératoire jusqu'au matin même de la chirurgie, parce que la chirurgie va aboutir à un état de stress, il va y avoir une surcharge de cortisol ou encore de catécholamine qui peuvent affecter le cœur. Donc, en général, on recommande de continuer les bêta-bloquants si le patient était déjà sur le médicament. Par contre, les patients qui sont sur les inhibiteurs de l'angine de conversion, les patients qui prennent des diurétiques, on peut toujours demander d'arrêter ces médicaments le jour de la chirurgie parce que certaines chirurgies vont aboutir à un déséquilibre vasculaire, ou encore il va y avoir des pertes sanguines ou liquidiens, et les patients qui prennent ces médicaments peuvent avoir une vasoplégie qui peut aboutir à l'hypotension dans la période opératoire ou en post-op. Donc, ces médicaments, en général, on va les demander d'arrêter. Les patients qui prennent des antiplaquettaires comme l'aspirine, ou encore le clopidogrel, ou encore d'autres anticoagulants comme la coumadine ou encore les anticoagulants nouveaux comme les lipoisosaryl. Ces genres de médicaments, s'ils ont une indication qui sont très ils ont une indication qui sont très appropriées et spécifiques. Donc, on va essayer de balancer les risques hémorragiques par rapport aux risques thrombotiques. Donc, un patient qui a souffert d'une insuffisance, un infarctus du myocarde récent, on va surtout leur demander si c'est une chirurgie élective, si l'infarctus du myocarde est récent, on peut demander de retarder l'intervention chirurgicale pour ne pas aboutir à des problèmes thrombotiques dans la période opératoire, et ce délai peut aller jusqu'à 6 mois dans le cas d'un infarctus du myocarde. Et les patients qui ont des embolies pulmonaires, on va arrêter la coumadine environ 2 à 3 jours. Et en fonction de leur risque, s'ils ont une fibrillation auriculaire, on peut faire ce qu'on appelle le bridging pour les placer sur le Lovenox ou encore l'héparine par voie intraveineuse dans la période préopératoire pour essayer de minimiser ou encore de balancer les risques hémorragiques avec les risques thrombotiques. D'autres personnes qui prennent, par exemple, les stéroïdes, comme la prédnisone, on va leur demander de continuer avec les médicaments, mais le fait que la chirurgie, si c'est une chirurgie à haut risque modéré, encore si c'est une chirurgie à durée prolongée, on peut leur donner de l'hydrocortisone pour essayer de minimiser les risques de choc liés au stress de la chirurgie. Le fait que ces patients, en général, vont avoir une insuffisance adrénalienne secondaire à ces stéroïdes, on doit surtout penser à donner une dose de stress de la période préopératoire. Donc, ce sont les médicaments, en général, qu'on va essayer de modifier, que ce soit de continuer ou encore d'arrêter. Il faut également ne pas négliger les patients qui consomment beaucoup d'alcool, les patients qui fument. La cigarette peut également consommer de la cigarette dans la période préopératoire peut non seulement avoir des complications principalement pulmonaires, mais également peut aboutir à des problèmes au niveau de la zone chirurgicale en termes de délai de guérison, ou encore avec les pansements, encore des risques de complications. Donc, surtout pour les chirurgies de la hanche, de la chirurgie du genou, dans les cas de prothèse, on va demander aux patients de ne pas fumer pendant une période de 30 jours. Et les patients qui consomment de l'alcool, des fois, il faut faire beaucoup d'attention. Si c'est un patient qui va être admis, et en général, il faut penser au risque de
sevrage ou encore de ce qu'on appelle le withdrawal qui peut aboutir à des effets néfastes sur le système cardiovasculaire et neurologique. Et ces patients, il faut faire beaucoup d'attention s'ils consomment une quantité d'alcool exagérée de la période périopératoire. Comme un score ou encore index qu'on utilise qui va essayer de nous guider pour fournir les recommandations, on va utiliser le Goldman Cardiac Risk Index qui a été développé en 1977 et révisé par Lee et ses collègues en 1999. Donc, on va essayer de regarder et voir quelles variables en période périopératoire qui peuvent influencer ou encore aboutir à des risques de complications cardiaques dans la période post-opératoire. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur une cohorte de patients et on va regarder quels ont été les facteurs de risque qui ont influencé les résultats et en période post-opératoire. Et on a pu identifier 6 variables indépendantes qui prédisent les risques de complications cardiovasculaires. D'abord, comme on l'avait dit, est-ce que c'est une chirurgie à haut risque ou encore c'est une chirurgie à bas risque? Les chirurgies à haut risque, ce sont surtout les chirurgies vasculaires, les chirurgies intrathoraciques, les chirurgies des fois du pancréas. Et comparativement aux chirurgies de risque modéré, comme les chirurgies de la hanche, et encore, on peut avoir des chirurgies à bas risque, comme les chirurgies laparoscopiques, les chirurgies des ménisques. Donc, savoir quel type de chirurgie que va performer le chirurgien est très important et en dehors de l'urgence de la chirurgie. Deuxièmement, est-ce que c'est un patient qui a eu des antécédents de suffisance coronarienne, c'est-à-dire un infarctus du myocarde, qui avait eu des tests paracliniques anormaux, des patients qui souffrent de l'angine, qui ont une pathologie, des ondes de Q pathologiques dans leur ECG, ou encore électrocardiographie. Et on va voir est-ce que c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque congestive, c'est-à-dire que si le patient a une échocardiographie ou encore des signes cliniques d'une insuffisance cardiaque congestive qu'on vient de voir, des galops, des œdèmes, une distorsion de la veine jugulaire, si c'est un patient qui a un défibrillateur. Et on va également voir est-ce que c'est un patient qui avait eu un accident cérébrovasculaire auparavant. Et les ACV veulent vous donner une idée en général du profil cardiovasculaire du patient. Et on va également voir est-ce que c'est un patient non seulement qui est diabétique, mais diabétique sur insuline. C'est une pathologie qui est corollaire et des pathologies cardiovasculaires, comme le diabète va affecter tous les organes. Et est-ce que c'est un patient qui a une insuffisance rénale avec un taux de créatinine qui est supérieur à 2. Donc, parmi toutes les variables, en dehors de la capacité fonctionnelle, dans cette étude qui a été réalisée, dans cette étude qui a été réalisée par Goldman et révisée par Lee, on avait pu identifier ces 6 éléments comme éléments qu'on va surtout prêter attention pour donner une idée des risques de complications cardiaques ou cardiovasculaires dans la période périopératoire. Et la forme révisée, c'est-à-dire qui va prédire les risques de décès, les risques de d'insuffisance cardiaque ou encore d'arrêt cardiaque dans la période périopératoire, en fonction de la quantité totale parmi ces 6 variables. Si c'est un patient qui n'a pas de risque, donc on peut voir si c'est un patient qui a un risque de complications cardiaques qui est très faible, environ de 0,4%. Si c'est un facteur si c'est un patient qui a uniquement un facteur de risque, ça va partir à 1%. Et au moment que le nombre de facteurs va passer de 2 à 3, on peut voir que les risques de complications cardiovasculaires dans la période périopératoire vont augmenter de façon proportionnelle. Et comme je viens de le dire, on peut stratifier cette intervention chirurgicale en haut risque, en risque intermédiaire et en risque faible. Donc, le type de chirurgie
va également influencer les risques de complications. Les chirurgies à haut risque, ce sont les chirurgies vasculaires et périphériques ou encore les chirurgies prolongées où on espère qu'on peut avoir une perte de sang massive ou encore on peut avoir des échanges liquidiens très importants. Et les chirurgies intermédiaires, ce sont les chirurgies intrathoraciques, de la tête, du cou, les chirurgies orthopédiques, de la prostate, et les chirurgies qui ont un risque faible, ce sont les chirurgies endoscopiques au niveau des ménisques, les chirurgies des seins en superficiel comme une biopsie cutanée, la cataracte, et les chirurgies ambulatoires comme la cystoscopie en général ne posent pas beaucoup de risques cardiovasculaires pour les patients. Et l'autre élément qu'il faut porter attention en dehors des évaluations cliniques, des antécédents médicaux, c'est la capacité fonctionnelle qui va vous donner, encore vous prédire, vous donner une idée générale de la réserve fonctionnelle ou encore de l'état cardiovasculaire du patient. C'est la capacité fonctionnelle. Ici, quand on utilise l'équivalent métabolique, c'est la capacité pour un patient de fonctionner, encore de faire des exercices dans la forme de base. Et ceci a une corrélation très étroite avec, encore de façon indépendante, avec les risques de mortalité de la période périopératoire. Donc, c'est l'énergie que peut consommer encore une personne en moyenne de 40 ans qui pèse 70 kg à son état normal. Et si ce patient a une capacité fonctionnelle qui est très faible, on peut avoir une idée que les risques de complications seront très élevés. Et les patients qui ont une capacité fonctionnelle qui est très élevée, on peut estimer que le prognostic de survie, encore les risques de complications cardiaques, seront très faibles. Ici, on utilise le mètre. Je pense que dans notre système francophone, quelqu'un qui peut fonctionner à vélo, qui peut marcher 2 à 3 km, qui peut faire du jogging, qui peut jouer au football, qui peut faire des activités physiques modérées ou avancées, ceci vous donne une idée de l'état fonctionnel du patient. Très important. Et les activités en général sont très différentes. Comme je vais le dire, si c'est un patient qui peut participer au sport comme le tennis, le basketball, donc on peut voir que ce sont des activités, on voit des efforts, on voit des exercices très compétitifs, comparativement à une personne qui a une vie sédentaire qui peut uniquement s'asseoir ou encore s'habiller, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, l'évaluation, quand on questionne ou encore on fait l'évaluation du patient, on peut toujours avoir une idée de sa réserve fonctionnelle en fonction de l'activité, encore des exercices de base que le patient peut réaliser. Et quel est le rapport avec la chirurgie? On peut voir que les patients qui ont une réserve fonctionnelle qui est très faible, ils ont un risque d'insuffisance cardiaque, encore d'arythmie, d'infarctus du myocarde qui sont très élevés. Et ceci, c'est indépendamment du type d'intervention chirurgicale. Et plus la capacité fonctionnelle s'améliore, c'est plus les risques de chirurgie vont être, les risques de complications cardiovasculaires vont être abaissés. Et on a pu parler des risques qui sont liés à la chirurgie elle-même, mais il y a également des risques qui sont liés par rapport aux antécédents du patient. Et les patients qui ont eu un infarctus du myocarde récent, on va essayer toujours de retarder les chirurgies électives parce qu'en général, ces patients, s'ils ont un stent coronarien, ils vont prendre de l'aspirine, encore des antiplaquettaires et le risque thrombotique dans la période de l'infarctus du myocarde jusqu'à 6 mois est très élevé. Donc, on va, que ce soit le médecin consultant, le cardiologue du patient va surtout recommander de retarder les interventions électives jusqu'à après 6 mois pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infarctus du myocarde dans la période post-opératoire. Les patients qui souffrent de l'angine sévère, les patients qui ont une décompensation cardiaque,
Donc, ce genre de patients, il faut essayer de les optimiser pour les placer dans un état euvolémique avant même de subir une intervention chirurgicale. Les patients qui ont des arythmies avec des blocs avancés, ils peuvent nécessiter un contrôle avec des médicaments ou encore d'avoir un pacemaker avant même de subir une intervention élective. Et les personnes qui ont une pathologie valvulaire avancée, principalement les pathologies sténotiques comme la sténose mitrale ou encore la sténose de la valve de l'aorte peut aboutir à des complications au moment opératoire. Donc, on va essayer d'optimiser ces pathologies ou encore de les traiter. Si l'intervention n'est pas urgente, on peut toujours demander de retarder cette intervention avant même pour essayer de minimiser les risques de complications cardiovasculaires. On va retourner à notre cas exemplaire. On avait parlé d'une patiente de 74 ans qui souffre d'une hypertension artérielle, du diabète et également de l'hyperlipidémie, qui a été vue sur requête du service d'orthopédie pour avoir une chirurgie de la hanche droite après qu'elle a eu une chute. Et le patient était sur métoprolol, de l'aspirine, le Lipitor, la torvastatine et comme hypoglycémie était sur le glipizide. Et comme activité sociale, elle vit avec son mari, elle peut marcher 4 à 5 km par jour, en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Et son électrocardiogramme était normal, le bilan rénal avait un taux de créatinine qui était supérieur à 2. Donc, si on peut utiliser la stratification utilisée par Goldman ou encore révisée par Lee, on peut voir qu'elle va avoir une chirurgie de la hanche. Donc, ce n'est pas une chirurgie à haut risque. En général, les chirurgies à haut risque, ce sont les chirurgies vasculaires. On peut estimer qu'il va y avoir une perte de sang très élevée. Donc, ceci va donner au patient, encore dans ce score, un score de 0. Est-ce que c'est un patient qui a un antécédent d'insuffisance cardiaque congestive ou encore un antécédent d'infarctus? Notre patient n'a pas d'antécédent d'insuffisance cardiaque congestive, donc ça a un score de 0. Est-ce que c'est un patient qui est diabétique? Elle est diabétique, mais elle ne prend pas de l'insuline, elle était sur glipizide. Est-ce que c'est un patient qui a un antécédent d'ACV? Notre patient ne souffre pas de problème d'ACV. Notre patient avait un taux de créatine qui était à 2, donc cela va donner au patient un score de 1. Et en dehors, on peut voir que dans la partie, dans son état de base, elle marche 2 à 3 km par jour, en moyenne 2 à 3 fois par jour. Donc, on peut voir que c'est un patient qui est fonctionnel, qui a une réserve fonctionnelle qui est très appropriée. Et donc, on peut voir que c'est une chirurgie qui est à risque léger et modéré. Et pour une intervention, c'est un patient qui a un risque de complications cardiaques qui est léger en fonction de ses antécédents et qui va subir une intervention chirurgicale à un risque qui a un risque léger. Donc, ce genre de patient en général, comme notre patient, elle a une réserve fonctionnelle qui est très appropriée. Il n'y a pas d'autres tests qu'on va recommander à ce patient. On espère que ce patient, le risque de complications cardiovasculaires dans la période préopératoire serait très faible. Comme médicament, quand on avait parlé de patients étaient sur métoprolol, on demande en général de continuer avec les bêta-bloqueurs parce que l'état de stress de la chirurgie peut aboutir à une surcharge de cortisol ou encore de catecholamine. Donc, on va demander aux patients de continuer avec le métoprolol et qu'elle peut prendre le jour même de la chirurgie. Et on peut voir également le patient était diabétique, même lorsque le patient ne prenait pas de l'insuline, du fait que le patient avait une insuffisance rénale chronique et elle va subir une intervention chirurgicale. En général, on va demander de ne pas fournir les hypoglycémiens oraux de la matinée. Ces patients en général seront placés sur une diète NPO, ne vont pas consommer des repas au jour même de la chirurgie. Donc, ils ont un risque d'hypoglycémie. Donc, on va demander d'arrêter les hypoglycémiens oraux
24 heures avant la chirurgie et elle-même, elle souffrait d'une insuffisance rénale chronique. Donc, en dehors de l'évaluation physique du patient, des tests paracliniques, on va se baser sur ces modèles de stratification pour fournir des recommandations au service chirurgical et des fois, il faut communiquer de façon verbale et encore avec les anesthésistes en fonction de vos recommandations. Donc, on peut dire que c'est un patient on estime que les risques de complications cardiaques dans la période périopératoire seront très faibles. Donc, on peut essayer de résumer, on peut faire cette décision d'abord en fonction de l'urgence de la chirurgie. Si vous avez une chirurgie qui est urgence, on n'a pas le temps pour optimiser le patient, pour faire des changements dans les médicaments, on va procéder car la chirurgie elle-même est urgente. Et si c'est un patient qui a des problèmes cardiaques qui sont actifs ou encore décontrôlés, on peut demander de retarder les chirurgies avant même l'intervention et pour essayer d'optimiser les problèmes sous-jacents comme l'insuffisance cardiaque, les arythmies. Et les patients qui ont eu un infarctus du myocarde, des arythmies, des pathologies valvulaires avancées, si c'est une chirurgie élective et c'est une chirurgie à haut risque, on peut toujours demander de retarder cette chirurgie avant même pour donner du temps à ces pathologies de se stabiliser ou encore faire des recommandations. Donc, on va baser sur l'urgence de la chirurgie, le type de la chirurgie à haut risque modéré ou encore faible, et également regarder sur la capacité fonctionnelle du patient dans sa forme de base pour savoir si c'est un patient qui peut subir cette intervention ou si c'est un patient qu'on doit retarder l'intervention, toutefois qu'on peut modifier des facteurs qui peuvent réduire les risques de complications cardiaques. En termes de conclusion, l'évaluation efficace d'un patient dans la période périopératoire requiert un travail d'équipe, c'est-à-dire de concert entre le consultant médical, le chirurgien et également l'anesthésiste, et même le patient pour leur informer pourquoi on recommande de retarder les interventions pour essayer de minimiser les risques de complications post-opératoires. Maintenant, nous avons des patients qui vivent beaucoup plus longtemps, qui sont très âgés et également qui ont beaucoup de pathologies concomitantes. Les patients sont sous dialyse, ils reçoivent des traitements pour des cancers, ils ont des pacemakers, des défibrillateurs, l'insuffisance cardiaque, les patients avec transplantation. Donc, il y a une panoplie de complications qui peuvent arriver ou encore de pathologies qui peuvent influencer le résultat de la chirurgie. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée générale de l'évaluation générale des patients dans la période périopératoire pour les chirurgies non cardiaques. J'espère dans une prochaine présentation, on va essayer de voir certains aspects qui sont liés à des pathologies cardiaques, certains aspects qui sont liés à des pathologies pulmonaires. Il y a d'autres patients qui souffrent d'autres pathologies. En dehors de ces caractéristiques, on va essayer de fournir des recommandations en fonction de ces pathologies sous-jacentes dans la période périopératoire. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre. Bonjour, merci beaucoup, Dr. Renaud. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Dr. Kouet. Bonjour. Je vous remercie pour la présentation. J'ai une question concernant la patiente exemplaire. J'ai vu que cette patiente est sous aspirine. Mais vous n'avez pas mentionné qu'on doit arrêter l'aspirine pendant la période opératoire. Je ne sais pas si ce n'est pas nécessaire aussi à Paris d'hémorragie avec l'aspirine. C'est très bien.
On peut toujours arrêter l'aspirine pour les interventions où on espère qu'il va y avoir un risque hémorragique élevé. Et en général, on demande d'arrêter l'aspirine entre 5 à 7 jours pour les chirurgies électives. C'est surtout pour les chirurgies qui ont un risque modéré ou élevé, mais si c'est une biopsie cutanée, des fois, si c'est une chirurgie comme la cataracte, on peut ne pas demander et on peut toujours balancer les risques thrombotiques avec les risques hémorragiques. Mais en général, on doit demander d'arrêter l'aspirine pour minimiser les risques opératoires. Si c'est une endoscopie, on ne va pas en général demander d'arrêter ça, à moins que le patient ait un saignement. Et les patients qui vont subir une chirurgie orthopédique comme au niveau des ménisques, au chirurgie de la hanche, on peut toujours continuer avec ces médicaments, mais c'est surtout les pathologies où on estime que le risque sanguin est très élevé. En général, principalement les chirurgies qui se feront au niveau de la colonne lombaire, de la colonne cervicale, les chirurgies neurochirurgicales, on va demander d'arrêter l'aspirine pendant en moyenne 5 à 7 jours. Merci. Je vous en prie. Très bonne question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Aïcha. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut terminer, je pense. Je vous remercie pour votre participation. Merci encore, Aïcha. Merci beaucoup, Dr. Corvi. Pour la partie 2, je pourrais voir avec vous quand est-ce que vous serez disponible. Pas de problème. Pour la deuxième partie. Merci beaucoup.